le retour de la souveraineté française, des fiertés françaises dans cette grande fête de la nation. Depuis plusieurs décennies, le Front National célèbre le 1er mai, la fête de Jeanne d'Arc et celle du travail. 1er mai, fête de Jeanne d'Arc, héroïne, sainte et martyre de l'unité et de l'indépendance nationale. Fête de la nation, de la patrie et donc de tous les Français vivants et disparus que Jean-Marie Le Pen vient d'évoquer. 1er mai, fête du travail, de tous les travailleurs, mais aussi des retraités, des chômeurs, des exclus et de tous ces jeunes qui espèrent pouvoir travailler et dont beaucoup sont contraints de s'expatrier. Fête du travail, moyen de subsistance, mais aussi de dignité, de liberté et de solidarité, puisque concourant à la richesse nationale et à la justice sociale. Fête du travail à l'heure où l'ombre du mondialisme s'étend sur notre pays et notre continent, meurtrier pour l'activité économique et la sauvegarde des emplois. Fête aussi des anciens du travail, de ces 12 millions de retraités qui vivent dans l'angoisse de l'hiver démographique et des menaces qui pèsent sur leurs moyens de subsistance. Faites aussi des exclus, des paysans chassés par milliers de leurs terres, des ouvriers de leurs usines ou de leurs ateliers, des commerçants ou artisans ruinés, mais aussi des malades et des handicapés. Faites des 6 millions de chômeurs et de titulaires d'emplois précaires. À tout cela, nous pensons aujourd'hui. Mais en ce 1er mai, nous fêtons aussi notre extraordinaire réussite dans cette élection présidentielle. Avec toutes nos forces et contre celles de tout le système réuni, nous avons mené une très belle campagne. Nous avons mené une campagne intelligente et populaire. Partout où nous sommes allés et partout nous avons parlé des sujets essentiels. Nous avons parlé de tout et nous avons touché l'âme et l'intelligence des Français en expliquant et en faisant le lien entre les choses. La cohérence de notre discours s'est imposée malgré les censures, malgré les commentaires malhonnêtes, malgré la grande entreprise de décrédibilisation. Quand nous avons parlé chômage, pouvoir d'achat, nous avons été entendus, tout autant que quand nous parlions de sujets plus régaliens. Chez nous, pas de stratégie détournée, pas de calcul et de combine, pas d'arrière-pensée, pas de manipulation, rien que la politique, la vraie. La politique portée par des convictions, la politique du cœur et de la raison réunie, la grande politique, celle qui ne néglige rien, mais vise toujours l'essentiel. La politique qui puise sa force dans l'inépuisable amour que nous portons à la France. N'en déplaise à ceux qui ne voient dans le peuple français qu'une somme d'individualités égoïstes, mues par la peur, la colère, l'envie ou la jalousie ou je ne sais quelle autre bassesse. Des individualités que l'on pourrait acheter avec quelques promesses, quelques mesurettes, quelques breloques fiscales ou catégorielles. Honte à ceux qui considèrent ainsi le peuple et aspirent pourtant à le diriger, dont le mépris pour le peuple est en fait insondable, puisqu'il nie l'aspiration du peuple à la liberté, à la générosité et à la grandeur. En réalité, mes chers amis, ils ne projettent sur le peuple que leur propre médiocrité.
Car ceux-là, ces élites qui vous traitent comme des enfants colériques ou géniards que l'on calmerait avec un bonbon fiscal, une promesse, quelques paroles rassurantes ou un petit chantage électoral, commettent une lourde erreur. Rousseau affirmait fortement « Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe ». Or, je tiens que le peuple de France est un peuple éminemment politique. J'ai foi dans la capacité des Français à réfléchir, à déjouer les manipulations, à déceler dans notre sincérité le discours de la vérité. J'ai foi dans sa capacité à tirer les leçons du passé, à s'enrichir des expériences politiques désastreuses des 30 dernières années. Soyez sûrs, mes chers amis, que notre rôle fut et sera immense, essentiel, historique. Car notre mission passe d'abord par le décryptage du mensonge, la dénonciation des trahisons, le diagnostic des maux qui nous frappent, bien sûr, mais aussi les révélations des compromissions, des collusions qui bloquent notre pays et trompent le pays encore et toujours. Cette exigence de vérité, de lucidité, de courage, d'honnêteté, de droiture, d'honneur, de fierté que nous portons, tout ceci est un préalable incontournable pour retrouver le chemin de la liberté et de la grandeur. C'est long, c'est difficile, c'est exigeant, mais la foi en notre patrie nous exalte. Les résultats de l'élection présidentielle sont enthousiasmants car ils prouvent que la grande mission d'émancipation du peuple et de redressement de la France est entamée. Envers et contre tous ceux, partis politiques, syndicats, féodalités diverses et variées, groupements d'intérêts économiques ou électoraux qui ont mis le pays en coupe réglée, qui ont rabaissé nos valeurs, dissous nos espérances, qui ont épuisé le peuple, ont fragilisé l'existence de millions de Français, ont introduit le poison du doute en notre capacité de rebond, de sursaut, ont appauvri ceux qui travaillent et glorifié ceux qui trichent. Tous ceux qui ont lutté contre nous, main dans la main, MEDEF et CGT, UMP, PS, communistes révolutionnaires et grands patrons du CAC 40, tous ceux-là qui ont fait de notre grand pays un hall de gare, de nos existences une prison, de notre société un magma d'intérêts opaques, tous ceux qui ont fait de notre avenir un gigantesque point d'interrogation font mine de se combattre, mais n'ont toujours qu'un ennemi commun, nous. Ah, mais pourquoi donc? Parce que nous détenons l'arme absolue, capable de pulvériser la porte de notre prison, la vérité et le bon sens. Oui, nous avons posé les vrais termes du débat. Nous avons imposé nos thèmes dans cette élection et nous avons étonné par la force de notre discours, par sa cohérence. Nous sommes devenus le centre de gravité de la vie politique française. Et d'ailleurs, les débats aujourd'hui se structurent autour de nos propositions. Les questions que le peuple veut aujourd'hui trancher sont celles que nous posons. L'élection à la présidence de la République n'est pas pour cette fois. Mais nous avons posé les fondations de notre proche arrivée au pouvoir.
compatriotes, ce mouvement qui s'est enclenché ne pourra plus être arrêté. Notre victoire est inéluctable. Et les années qui nous séparent du grand chantier de redressement de la France se comptent sur les doigts d'une main. Alors devant nous, il n'y a plus d'élection présidentielle. Elle s'est terminée ce 22 avril. Et nous assistons maintenant à un concours de recrutement, à un entretien d'embauche pour engager un directeur des opérations de la Banque centrale européenne sous tutelle du FMI. La question est essentielle. Qui de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande appliquera le plus servilement la politique de rigueur? Qui des deux se soumettra le mieux aux instructions de la Troïka, FMI, BCE, Commission européenne? Le 6 mai, ce ne sera pas un président de la République qui sera élu, mais un simple employé de la Banque centrale européenne, un sous-gouverneur des finances de Bruxelles, chargé d'appliquer les décisions de la Commission et sans discuter encore, avec, permettez-moi, compte-rendu régulier à l'Allemagne de Madame Merkel. Alors, face à une telle peur rétrospective devant la vague bleu marine, il faut bien que la BCE donne un petit coup de pouce à ces deux candidats, car le vent du boulet est passé si près. Voilà donc que M. Draghi évoque un pacte de croissance pour masquer le plan de rigueur. Et tout le système de s'extasier. Sarkozy et Hollande en tête, suivis des médias en folie. Mais qui osera dire que le pacte de croissance de M. Draghi est un super plan de rigueur? Quelle affreuse supercherie que de laisser croire aux Français que la BCE aurait changé et qu'elle se détournerait des plans d'austérité inhumains imposés successivement à tous les pays européens, les uns après les autres. Non, évidemment, la BCE ne change pas. Elle aggrave la politique de rigueur. La croissance n'est qu'un mot qui figurait d'ailleurs déjà dans le pacte de stabilité et de croissance dont on a vu les terribles conséquences. Hausse du chômage, baisse des salaires, baisse des retraites. Car son pacte de croissance à elle, leur pacte de croissance à eux deux, cela veut dire continuer à démanteler le modèle social européen, casser le CDI par plus de libéralisme dans les contrats de travail, baisser les salaires et mettre au pas les travailleurs qui voudraient revendiquer en créant une concurrence sauvage avec une immigration incontrôlée. Alors que la vraie croissance, mes chers amis, la création de richesses et d'emplois est impossible sans protectionnisme. C'est la condition sine qua non pour éviter la casse économique et sociale. Mais c'est aussi le seul moyen de sauver notre système de protection sociale. Mais donc, dans cette session de recrutement, qu'avons-nous à voir? Nous n'avons cessé, je n'ai cessé de vous le répéter durant toute cette campagne. L'un comme l'autre mentaient. Aucune des réformes qu'ils proposent et qu'ils ont déjà proposées tant de fois ne sera réalisée. Demain, ni après-demain, parce qu'ils ont signé le plan de stabilisation européen qui leur retire les derniers pans de notre souveraineté nationale, qui leur retire les derniers leviers de notre souveraineté financière, qui leur retire les derniers moyens de notre souveraineté économique. Ils ont donc menti avec aplomb, tous les deux, avec cet immense talent de pouvoir se regarder sans rire quand ils s'opposent. Alors, à la fin de la récréation que Bruxelles et le MEDEF vont siffler, le 6 mai, à 20 h,
tous les plans de licenciement, tous les dépôts de bilan, toutes ces restructurations d'entreprises retardées après l'élection vont se réaliser. Oh, peut-être attendront-ils encore la fin des législatives. Voilà ce qui, pour le malheur des Français, montrera aux électeurs qu'il y avait bien un troisième tour et que celui-là, c'était celui du solde des comptes. Et pour ce poste de bourreau des peuples, d'administrateur du dépôt de bilan, pour occuper la fonction d'équarrisseur du pouvoir d'achat et de notre modèle social, voilà qu'ils se livrent tous les deux à une danse du ventre les plus spectaculaires. Mais nous nous sommes battus comme des lions durant cette campagne pour ouvrir les yeux de nos compatriotes. Et chaque analyse, chaque constat, chaque proposition ne recueillait de la part de la classe politique tout entière qu'injures, mépris, condescendance, anathème. Nous plaidions pour arrêter l'immigration qui pèse à la baisse sur les salaires, concurrence nos chômeurs et dissout notre identité. L'on nous rétorquait des deux côtés, droite et gauche, que nous étions xénophobes, égoïstes. L'on nous rétorquait France, terre d'accueil. Nathalie Kosciusko-Morizet nous assurait que l'immigration rapportait 12 milliards d'euros à la France chaque année. On nous parlait de l'obligation du métissage, de la richesse d'une société multiculturelle. Nous annoncions l'aggravation de la récession dans tous les pays européens, due aux cures d'austérité inhumaines et brutales imposées par l'Union européenne. La folie économique que représentait la rigueur à laquelle nous opposions notre plan de vigueur, basé sur une relance de l'économie et du pouvoir d'achat. Mais l'on nous rétorquait que nous avions tort, que la crise était finie, derrière nous, que les mesures d'austérité étaient en train de sauver le malade alors qu'elles le tuaient. Nous proposions le protectionnisme économique pour arrêter la concurrence déloyale, les délocalisations, pour sauver nos emplois et réindustrialiser la France. L'on nous rétorquait pure folie. Mondialisation au sens de l'histoire, nous expliquant que le protectionnisme, c'était la guerre, l'enfermement, l'autarcie. Nous parlions frontières, ils hurlaient à la mort. Toutes les caricatures y sont passées. Ruine, horreur économique, âge de pierre. Nous refusions la multiplication des plans de renflouement, coûteux et parfaitement inutiles. On nous répondait solidarité européenne, là où en réalité, il n'y avait de solidarité qu'avec les banques, pas avec les peuples. Mais souvenez-vous, nous exigions de retrouver notre souveraineté. Ils nous expliquaient que nous étions un tout petit pays, incapable de s'en sortir tout seul. Nous voulions sortir de Schengen. Ils nous vantaient la libre circulation. Nous réclamions la présomption de légitime défense pour les policiers. Ils nous répondaient « permis de tuer, bavure ». Nous parlions montée du fondamentalisme islamique, laïcité, zone de non-droit, glissement de civilisation. On nous rétorquait islamophobie. Nous parlions ruralité, désertification, abandon des campagnes, retour des services publics. On nous rétorquait nécessité, efficacité, concentration, compétitivité. Nous parlions hommes, femmes, enfants, angoisse, souffrance. Et ils nous répondaient courbe, marché financier, bourse, CAC 40. Et en quelques jours seulement, tout aurait changé. Ceux qui, durant des mois, des années, nous ont traités dans la boue, méprisés,
traités avec une condescendance et une morgue inouïes. Ceux qui, sans aucune raison valable, nous ont imposé la pensée unique que le président candidat fait aujourd'hui mine de découvrir après en avoir abusé lui-même. Ceux qui nous ont traités plus bas que terre, mis au banc du processus démocratique, auraient en quelques jours totalement changé. D'un coup, d'un seul. La nation, les frontières, la régulation de l'immigration, le refus des plans d'austérité, la présomption de légitime défense pour la police, la lutte contre la fraude, la lutte contre le détournement de nos prestations sociales, le protectionnisme, tout cela trouverait grâce à leurs yeux. Brutalement, par la grâce d'une campagne électorale, par la magie électorale. Mais faut-il en sourire ou s'en effarer? Quel effet cela vous fait-il, mes chers amis, de passer du rôle d'idiot qui vote pour Marine Le Pen à celui d'arbitre de l'élection présidentielle? Cela fait-il d'être passé du statut de facho, raciste et xénophobe à Français ayant de vraies préoccupations et à qui il faut parler? Mes amis, vous voyez le changement, le poids, l'influence, la puissance du vote, enfumé depuis des années dans un système électoral cadenassé par le système UMPS. Nous en étions presque arrivés à oublier l'extraordinaire puissance de la démocratie lorsque le peuple s'en saisit. Mais voyez les mines déconfites des tenants de l'oligarchie. Leur inquiétude est palpable, car ils savent que le peuple a redécouvert la force de la démocratie, parce qu'il a fait exploser le bipartisme siamois qu'ils avaient patiemment construit, parce que près de 20% des Français ont brisé cette prison de la fausse alternance, parce que la caste sait aujourd'hui que, fort de cette découverte, le peuple français a commencé sa grande entreprise d'émancipation et que rien ne sera plus comme avant. Ils savent, mes amis, que les Français qui, par découragement, se réfugier encore dans l'abstention, par dégoût aussi de cette classe politique, retrouveront demain le chemin des urnes, conscients enfin que voter, ça sert, c'est utile, c'est essentiel, c'est vital. À près de 20%, ils parlent comme nous. À 30, 35 ou 40%, nos idées seront au pouvoir. Et c'est pourquoi notre combat historique ne fait que commencer. Nous sommes la boussole de la vie politique française. Nous avons encore beaucoup à faire. D'abord pour faire taire le mensonge, la manipulation. Vous le savez, ils sont devenus l'alpha et l'oméga de l'action politique de nos adversaires. Ce système politique à bout de souffle use de toutes les armes pour tromper les Français. Son seul but est sa propre perpétuation. Son seul objectif est sa propre survie. Et pour cela, il faut bien le dire, il ne recule devant aucune perfidie. Le système UMPS
face au mouvement national que nous incarnons, face à la seule opposition crédible et volontaire, face à notre détermination, utilise toutes les ficelles pour mieux tromper les Français. Il est presque risible de voir un candidat socialiste découvrir au lendemain du premier tour la souffrance des travailleurs français et agiter le hochet d'un projet prétendument social. Il n'y aura pas de politique sociale possible dans notre pays sans remettre profondément en cause le modèle ultralibéral dominant que les gouvernements de gauche ont autant contribué à renforcer ces dernières décennies que les gouvernements de droite. La gauche française cultive la dictature du malheur. Elle a sans vergogne abandonné les petits, les retraités, les catégories populaires et les classes moyennes. Ces paroles du jour ne parviendront pas à effacer cette effroyable trahison. De l'autre côté, il est navrant de voir un président sortant tenter désespérément de sauver sa réélection en défendant aujourd'hui des thèses qui contredisent exactement l'ensemble de son quinquennat. Un président qui, chaque jour, pendant 5 ans, n'a pas seulement fait mal aux Français, mais leur a également fait honte, qui leur a préféré des élites mondialisées auxquelles il a tout donné et qui aujourd'hui, maladroitement, tente de se travestir en un candidat du peuple et en un amoureux de la nation. Un président qui, pendant 5 ans, a fait exploser l'immigration, a favorisé le communautarisme, a dégradé le pouvoir d'achat des Français, a détruit leurs emplois, a toujours défendu les puissances d'argent et les banques, qui, pendant 5 ans, s'est accommodé d'un exercice sans partage du pouvoir par des technocrates illégitimes et qui, en fin de mandat, signe des traités nous privant du peu de souveraineté qu'il restait à la France. Un tel président ne peut pas devenir le président du peuple. Il y a là une escroquerie électoraliste suprême que les Français ne peuvent ignorer. Ah, alors oui, le système UMPS est bien organisé, nous ne pouvons pas lui ôter cela. L'UMPS nous a ainsi inventé, pendant cette campagne, l'épiphénomène médiatique qui a disparu aussi vite qu'il est apparu. Je veux parler du sénateur Mélenchon. Merci pour lui. Le sénateur Mélenchon rallié. Permettez-moi, dès 20h01, le 22 avril dernier, à la gauche ultralibérale d'un Hollande qu'il avait fait semblant de combattre les mois d'avant. Mais tout cela était prévu. Nous l'avions dit. Vous voyez, je l'ai toujours minimisé pendant cette campagne, ne voulant pas me rabaisser à répondre aux injures de cette créature sortie tout droit des buissons du sarkozysme. Et j'ai bien fait. En réalité, son seul résultat aura été de renforcer les scores de celui qu'il feint de combattre désormais, à savoir le candidat de l'UMP. Mais le système UMPS n'a aucune chance de réussir. Malgré toutes ces trouvailles, malgré le génie qu'il met à tenter de nous barrer la route,
il n'empêchera pas notre mouvement de porter le discours de vérité que nous devons aux Français. Toutes les postures qu'ils inventent, toutes les parades qu'ils déploient, tous les artifices dont ils usent et abusent ne pourront plus longtemps empêcher la vérité d'émerger et donc notre accession au pouvoir. Car nous sommes le parti de la vérité et nous voulons faire triompher cette vérité pour le peuple français tout entier, avec le peuple français tout entier. Oui, disons-le très nettement et très fièrement, il apparaît aujourd'hui que nous sommes le grand parti du Rassemblement national. Il n'y a plus ni droite ni gauche. Mes amis, ces deux faces du même système, vous le voyez bien, sont en train de se disqualifier. L'UMP aujourd'hui, le PS dans quelques mois. Il n'y a plus qu'un peuple français qui doit retrouver le pouvoir et nous l'y aiderons. Nous sommes le Rassemblement national. Nous sommes le parti de la réconciliation de tous les Français. Oh. Depuis quelques jours, j'entends beaucoup gloser. Sommes-nous compatibles avec la République? Eh oui, on ose encore poser cette question. Mais quelle légitimité a donc M. Sarkozy? Quelle légitimité a donc M. Hollande pour déterminer qui est ou qui n'est pas républicain? Et quelles sont donc ces valeurs républicaines qu'ils défendraient et pas nous? Ne soyez pas dupes de ces sous-entendus malveillants et intéressés, de cette diffamation par insinuation, car nous sommes sans doute les seuls à défendre la République française dans ce paysage politique. Est-ce républicain de voter dans le dos des Français en catimini au Parlement une constitution européenne pourtant très largement rejetée par le peuple? Est-ce républicain de s'aborder la souveraineté du peuple français et de se coucher devant les diktats des banques, des marchés et de leurs puissants relais européens? Est-ce républicain de laisser des pans entiers du territoire en toute incurie sombrer dans les mains des voyous, de bandes ou de fondamentalistes islamiques? Mes amis, est-ce républicain de faire semblant de s'opposer au droit de vote des étrangers aux élections municipales, mais de fabriquer 100 000 nouveaux Français par an qui voteront non seulement aux municipales, mais aussi aux cantonales, aux législatives, aux présidentielles? Est-ce républicain de défendre la discrimination positive, de favoriser le communautarisme, de piétiner la loi de 1905 en finançant des mosquées? Être républicain, ce n'est pas une qualité qu'on s'adjuge entre soi,
Être républicain, c'est être en conformité avec les principes de la République française, démocratique, laïque et sociale. Eh bien, l'UMPS a tout fait voler en éclats. Elle s'octroie le titre, nous le dénie. Ce sont eux, pourtant, qui sont en dessous de toutes les exigences républicaines. Ce sont eux qui devraient s'interroger sur leur rapport à nos valeurs essentielles. Nous les respectons mieux que tout autre. Nous défendons le référendum. Nous défendons la laïcité. Nous défendons la souveraineté du peuple. Nous défendons la démocratie par le retour de la proportionnelle et l'instauration du référendum d'initiative populaire. Notre projet est en accord parfait avec les grandes valeurs de la République française. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Et encore moins de ceux-là même qui ont transformé notre pays en république bananière. Nous n'avons pas de leçons de démocratie à recevoir de ceux qui ont magouillé les modes de scrutin, qui depuis 25 ans ont privé des millions de Français d'une représentation à l'Assemblée nationale, qui ont imposé la supériorité du pouvoir des technocrates européens et des banques sur la législation votée par le peuple souverain. Nous n'avons pas de leçons d'égalité à recevoir de ceux qui accordent des droits supérieurs à certains à raison de la couleur de leur peau, de leur origine ou de leur religion, qui ont ruiné la méritocratie et ont progressivement exclu des grandes écoles, des filières d'excellence, les fils et filles d'ouvriers, de paysans, des classes populaires, au bénéfice de ceux qui ont la chance de la fortune ou de la naissance. Nous n'avons pas de leçons de fraternité à recevoir de ceux qui ont créé 6 millions de chômeurs et de travailleurs précaires, des millions de travailleurs pauvres, qui ont créé des situations de dépendance dont ils se servent aujourd'hui pour affermir leur pouvoir sur le peuple. Nous n'avons pas de leçons de morale à recevoir des amis de M. Takedine, Guérini, DSK, Dallongeville, Vert, Jury, PHL, Tron, Cuceda, Blanc, Amara. Nous, qui avançons tête haute et main propre, nous n'avons de leçons à recevoir d'aucun d'entre eux. Nous sommes droits, honnêtes et patriotes. Nous n'avons rien en commun avec des gens opportunistes qui font de la politique au gré du vent et qui trahissent à tout bout de champ. Ils sont européistes et mondialistes, nous sommes nationaux et patriotes. Ils sont contre la souveraineté nationale, nous sommes pour. Ils sont pour l'Europe fédérale et celle des marchands, pas nous. Ils sont pour l'euro, nous ne le sommes pas. Ils votent 97% des directives européennes ensemble, pas nous. Ils sont immigrationnistes, pas nous. Ils sont contre le contrôle des frontières, nous sommes pour. Ils sont contre la suppression du droit du sol, nous sommes pour. Ils sont contre la priorité nationale pour l'emploi et le logement, nous sommes pour. Ils sont contre la création des postes de policiers et de gendarmes, nous sommes pour. Ils sont contre la proportionnelle intégrale, nous sommes pour. Alors que penser? Que penser de ces assauts de tendresse
de compréhension à notre égard, cet homme de promesses depuis le soir du premier tour? Existe-t-il une vraie prise en compte des préoccupations des 6,5 millions de Français qui ont voté pour notre projet? Y a-t-il enfin un respect quelconque pour ces millions de Français qui veulent une autre politique? Peut-on trouver, ne serait-ce qu'une dose de sincérité dans ces changements radicaux de posture auxquels on assiste depuis dimanche? Ces deux candidatures représentent-elles vraiment un choix entre deux projets différents ou l'illusion d'un choix présenté par un système qui fait mine de se combattre pour mieux se sauver? C'est pour nous permettre de répondre à ces interrogations, évidemment essentielles, que j'ai posé une question à Nicolas Sarkozy. Si le PS est à ce point l'abomination de la désespérance, si sa politique est, je l'admets bien volontiers, mortifère pour notre pays, alors, dans les cas de duel PS, Rassemblement Bleu Marine aux législatives, que ferez-vous? Préférez-vous faire élire un député Rassemblement Bleu Marine ou un député PS? Car, enfin, essayons de faire preuve de bon sens. Si vraiment Nicolas Sarkozy craint le droit de vote des étrangers, alors il vaut mieux un député du Rassemblement Bleu Marine qui vote contre qu'un député PS qui vote pour. Si vraiment Nicolas Sarkozy est convaincu qu'il ne faut pas régulariser massivement les clandestins, alors il vaut mieux un député du Rassemblement Bleu Marine qui votera contre qu'un député PS qui votera pour. Si vraiment Nicolas Sarkozy est contre l'euthanasie, le mariage homosexuel, l'homoparentalité, alors donc il vaut mieux un député du Rassemblement Bleu Marine qui votera contre qu'un député PS qui votera pour. Si vraiment Nicolas Sarkozy est contre le laxisme à l'égard des délinquants, alors il vaut mieux un député du Rassemblement Bleu Marine qui le combattra plutôt qu'un député PS qui le favorisera. Si vraiment Nicolas Sarkozy veut défendre les valeurs du travail, de l'effort, de la famille, alors il vaut mieux un député Rassemblement Bleu Marine qui votera pour les défendre qu'un député PS qui les combattra. Ou alors tout cela n'est que du cinéma. Nous avions déjà la réponse de Nathalie Kosciusko-Morizet, Monsieur Wauquiez, Madame Joanneau, Monsieur Guéant, Monsieur Fillon. Ceux-là votaient résolument PS. La réponse de Nicolas Sarkozy fut elle aussi sans ambiguïté. Il ferait, dans le cas d'un duel entre un candidat Rassemblement Bleu Marine et un candidat PS, voter blanc, abstention, et examinerait les candidats des qualités du candidat PS qui resterait en lice. Quant à François Hollande, je n'ai même pas eu le temps de lui poser la question, il s'est précipité pour indiquer qu'en cas de duel Rassemblement Bleu Marine UMP, il ferait bien sûr voter UMP. Ah ben oui, mais vous voyez que la clarification exigée ne s'est pas fait attendre. Le système UMPS est bien toujours à l'œuvre, prêt à se faire la courte échelle. Tout, sauf les candidats à Bleu Marine. Tout, sauf laisser une représentation à ceux dont on reprend les propositions, mais pour mieux les rejeter, les humilier, les nier, les exclure. Plutôt un communiste, un trotskiste qu'un candidat national. Alors, tout donc
sauf ce peuple français qu'on fait mine de comprendre, d'entendre, pour mieux le trahir une fois de plus. C'est à l'aune de ce mépris, de ce violent cynisme, de cette profonde malhonnêteté que j'ai fait mon choix. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous fera le sien. Je ne me bats pas tous les jours pour que vous soyez respectés, traités en adultes responsables, comme des gens intelligents, raisonnés, lucides, pour vous considérer à mon tour comme des enfants. C'est de votre vie, à chacun d'entre vous, dont il dépend. C'est de notre avenir commun dont nous parlons. Vous êtes des citoyens libres et vous voterez selon votre conscience, librement. Je sais que certains espèrent encore dans un semblant de liberté, de patriotisme de droite, que certains croient encore dans un semblant d'égalité, de fraternité de gauche. Je crois, moi, qu'il n'existe plus que l'illusion d'une certaine droite et l'illusion d'une certaine gauche. À titre personnel, je me détournerai de ces mirages. Tout mon combat est justement d'arracher le peuple français à l'illusion qui nous a fait perdre tant de temps, qui a créé tant de gâchis, tant de souffrances. Je ne me bats pas pour que le peuple français ouvre les yeux, redresse la tête pour accepter qu'on le traite comme un simple réservoir de voix, bon à être trompé, encore une fois. J'aime trop mon pays, je vous aime trop pour vous engager sur une voie dont je sais pertinemment qu'elle représente un faux espoir, une nouvelle déception. Ces deux-là sont les représentants d'élites politiques qui défendent leurs intérêts propres. Ils ont chacun de leur côté transformé leur parti en mouvement sectaire, diviseur. Mais nous nous passerons d'eux. La grande réconciliation, le grand rassemblement se fera par la base, par ces électeurs qui refusent la machine à perdre, par ces patriotes qui ne comprennent pas que l'on exclut d'autres patriotes, par ces élus de terrain au plus proche des préoccupations des Français, qui voient bien que nos solutions de bon sens sont les seules qui vaillent et n'en peuvent plus des excommunications idéologiques imposées par des chefs déconnectés des réalités. L'avenir est à la recomposition, à la refondation de la vie politique française. Mes amis, le grand changement viendra du peuple. Dans toutes ses composantes, toutes ses sensibilités, le peuple reconnaîtra son intérêt commun qui n'est pas celui de ceux qui le dirigent. C'est en cette fraternité de destin que je crois, pas dans les manœuvres d'appareil, pas dans les consignes de vote achetées ou extorquées à coups de mensonges, de promesses sans lendemain, de chantage artificiel. La vérité est que nous n'avons rien à attendre de l'UMPS. Voilà ma conviction personnelle. Alors, mes chers compatriotes, chacun d'entre vous fera son choix, en son âme et conscience, selon sa sensibilité, en espérant, pas trop, je le sais, des promesses
de campagnes qui fanent aussi vite qu'elles fleurissent. Ceci est votre liberté première. Ceci est votre liberté première de citoyen que j'exerce moi aussi. Je n'accorderai donc ni confiance ni mandat à ces deux candidats qui, pour l'un, cherchent à faire gagner la droite, pour l'autre cherchent à faire gagner la gauche, mais s'ingénient tous les deux depuis 30 ans à faire perdre la France. Dimanche, je voterai blanc et en juin, bleu marine. Et en juin, je voterai bleu marine pour rendre l'Assemblée nationale au peuple de France. Je veux également que vous sachiez que les choses soient très claires. Je ne suis sensible ni au chantage, ni aux menaces. Personne ne me fera culpabiliser. Personne ne vous fera culpabiliser. Ni vous, ni moi n'aurons aucune responsabilité dans l'échec de l'un ou de l'autre. Ils en seront les seuls responsables, car ils auront été jugés sur leurs piteux résultats, sur leur absence de sincérité, sur leur absence de morale élémentaire, sur leur abandon moral et matériel de la France et des Français. Nos espoirs ne se concrétiseront pas dimanche prochain, et au fond de vous, vous le savez pertinemment. Notre véritable combat, notre espérance, réside dans cette bataille des législatives qui s'annonce et qui doit mobiliser toute notre énergie, toute notre force de conviction. Personne d'autre que nous ne fera le nécessaire pour notre pays. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Voilà la seule et unique vérité. Car, mes chers amis, à analyser la situation nationale et internationale, tout nous donne raison en cette veille de second tour. Les solutions que nous préconisons sont les seules susceptibles de sauver notre pays et notre civilisation. Et la seule chance d'imposer la mise en œuvre de ces mesures, de mettre la France à l'abri de la déflagration sociale et économique qui arrive, c'est de faire entrer massivement à l'Assemblée nationale des députés du Rassemblement Bleu Marine. Présidence sous domination européenne, sous tutelle des marchés, le seul espace de liberté qui existera encore, c'est le Parlement. Regardez aux Pays-Bas. Le parti politique de M. Wilders a empêché l'application d'une énième cure d'austérité. Même chose en Roumanie. Des élus se sont levés et ont fait capoter les exigences de l'Union européenne. Au fond de vous, vous le savez bien. Hollande ou Sarkozy, aucun de ces deux-là ne vous sauvera. Aucun n'aura demain la lucidité, le courage, le sens de l'intérêt général qu'ils n'ont pas eu hier. Vous seuls pouvez sauver la France en faisant entrer le peuple à l'Assemblée nationale. Vous seuls pouvez colorer le Parlement de bleu marine et influencer réellement sur le cours des événements. Reprendre son destin en main,
peser enfin, agir, combattre, défendre aux moyens de députés qui ne seront ni à vendre, ni à acheter, qui seront, comme vous, libres de toute pression, de toute compromission, ni soumis, ni complices. Des députés, enfin, défenseurs de l'intérêt général et non d'intérêts particuliers. Des députés qui seront la voix du peuple oublié, invisible, méprisé. Ces députés seront vos soldats, vos défenseurs, vos avocats. Pour vous, grâce à vous, ils bouleverseront le cours de l'histoire, vous restitueront votre nation, votre prospérité, votre histoire, votre identité, votre espérance, votre avenir. Alors, mes chers compatriotes, en ce jour du 1er mai, où vous avez par votre chaleureuse présence ranimé la flamme de la fierté française, de la dignité française, du courage français, de l'intelligence et du bon sens français, nous avons entamé tous ensemble le chemin qui, nécessairement, inévitablement, inéluctablement, va demain nous conduire à la victoire. Parce que le 1er mai est la fête du muguet, du printemps et de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, main dans la main, dans la fraternité et le rassemblement, dans la liberté pour l'égalité, tous, amoureux de la patrie, de la nation et de la République, nous avons allumé une espérance pour les Français qui, je vous en fais le serment, ne s'éteindra plus jamais, car nous sommes enfin de retour chez nous. Vive la nation, vive la République, vive la France! C'est ensemble que nous allons entonner notre hymne national. Merci. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Sauve-nous de la tyrannie, et dans son nom élevé, et dans son nom élevé. Rendez-vous dans nos campagnes, mugir, très féroce soir, qui viennent jouer nos bras, échanger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cassons la mur, aveugle nos sillons. Vous avez donc suivi en direct sur les chaînes parlementaires ce discours de Marine Le Pen, un discours de près d'1 heure dans lequel la présidente du Front National a enfin officialisé